Bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène. Cette vidéo, c'est la première d'une série que je vous avais annoncée de vidéos qui va s'intéresser au thème du métabolisme, comment on fait pour changer de métabolisme, comment on fait pour avoir un métabolisme plus élevé, comment ça fonctionne, quels sont les leviers sur lesquels on peut travailler. Il y a souvent des personnes qui me demandent de faire une vidéo là-dessus. Je ne peux pas faire une vidéo là-dessus parce que comme on l'a vu dans la vidéo de réaction à Justine, c'est un sujet très complexe et il faut aller dans plusieurs ramifications à la fois. Donc aujourd'hui voilà, c'est la première de cette série. Deux choses à vous dire là-dessus. La première, c'est que cette vidéo, ce n'est pas 5 tips pour avoir un métabolisme élevé et le corps dont vous rêvez. Non, ce n'est pas ça. C'est une vidéo qui va vous donner un axe ou plusieurs axes de réflexion assez profonds. Et je dis bien axe de réflexion et non vérité absolue. C'est-à-dire que je vous propose en fait de réfléchir dans une certaine direction, d'expérimenter dans une certaine direction et tous ceux qui sont en coaching avec moi le savent, nous sommes des terrains d'expérience. Deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que dans cette vidéo, il faut que vous me supportiez. C'est-à-dire que je vais avoir l'air, du moins en apparence, de faire des détours qui ne servent à rien, de parler de choses en dehors du sujet. Gardez à l'esprit que même si aujourd'hui ça vous paraît hors sujet, il est très possible que le lien vous apparaisse avec l'expérience de ça ou dans quelques temps quand vous aurez compris un certain nombre de choses. Donc je vais faire des détours, cette vidéo comme je vous l'ai dit, c'est pas 5 tips en 3 minutes pour un métabolisme plus élevé, c'est un axe de réflexion que je vous invite à emprunter, à expérimenter. Donc je vais vous partager le côté théorique de la chose et le côté pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai mis en place pour ça, avec quels résultats. Du coup c'est parti pour cette première vidéo où nous allons parler ensemble en fait de l'importance du mouvement dans le fonctionnement d'un métabolisme. Et quand je dis mouvement, je ne dis pas sport. Parce qu'en fait nous avons tendance à considérer que mouvement égale sport. Alors qu'en réalité, le sport c'est une toute petite partie de l'infinité des mouvements qui est possible pour notre machine. Si vous voulez, une chose que je constate pour moi et pour mes semblables humains, c'est que nous avons des modes de vie en majorité très binaires. C'est-à-dire que nous avons toute la partie de notre vie où nous sommes plus ou moins statiques, c'est-à-dire que nous sommes chez nous, nous sommes assis au travail, nous sommes assis pour manger, nous sommes assis pour faire du téléphone ou de l'ordinateur, nous sommes assis dans la voiture pour aller au travail, et puis nous sommes couchés le soir ou avachis devant la télé, ou même assis droit, hein, mais nous sommes voilà, assis et relativement statiques. Toute cette partie statique, assise, couchée, avec un petit peu de déplacement entre, elle occupe un temps assez large dans notre vie. Et puis on a la partie mouvement, où nous décidons d'aller faire du sport. Donc nous sortons de chez nous, pour certains en voiture, pour d'autres en vélo, pour d'autres à pied. Nous allons soit dans une salle de sport, soit dans un stade, soit dans un parc, faire une activité sportive. Impliquant des mouvements plus ou moins répétitifs. Hein. C'est sûr que vos mouvements seront plus variés si vous faites du judo par exemple que si vous faites du vélo elliptique. Donc globalement c'est aussi des mouvements assez répétitifs mais qui ont une certaine intensité différente. Et notre mode de vie est comme ça, il est binaire, c'est-à-dire qu'une fois que nous avons fini cette activité, nous retournons dans la partie statique de notre vie. Alors il y a des gens qui font exception à ça, évidemment. Il y a des peuples, il y a des tribus qui ne fonctionnent pas comme ça, mais voilà, on va dire qu'on s'adresse à la personne lambda qui est relativement sédentaire. Même si vous allez à la salle de sport tous les jours 1 heure, vous êtes relativement sédentaire. Je viens de vous le montrer par cette binarité, c'est-à-dire que l'essentiel de notre temps n'est pas un temps actif. Pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que si on revient à notre ancêtre du paléolithique et à son mode de vie, ce mode de vie n'était pas binaire. Il n'y avait pas la partie statique et la partie salle de sport. Certes, il y avait des mouvements de plus forte activité, les mouvements de chasse par exemple, mais il n'y avait pas cette espèce de dualité, cette espèce d'opposition des temps. En fait, c'était plutôt des modes de vie où on était en mouvement quasi constant. C'est pas pour rien qu'on les appelle les chasseurs-cueilleurs. Il y avait de la balade, il y avait de la chasse, il y avait du crapahutage, et je grimpe par-dessus un rocher, et je descends sur une rivière, sur un chemin serpenté, et je marche pieds nus, et je marche à 4 pattes, et je m'accroupis, et je grimpe à un arbre, et je me suspends. Donc il y avait une grosse diversité de mouvements, et même dans les phases d'arrêt,
c'est-à-dire dans les phases où, on va dire, il s'arrêtait soit pour dormir, soit pour se reposer, soit pour manger, il y avait là encore une plus grande diversité de mouvements que nous. C'est-à-dire que nous, quand nous nous arrêtons sur des chaises, des fauteuils, des canapés. C'est-à-dire des endroits où nous ne portons plus notre charge et nous laissons aller le poids de notre corps dans quelque chose de confortable, de coussonneux, où il n'y a pas d'effort ni musculaire ni articulaire à faire du tout. On laisse tout aller. Alors que nos ancêtres, à l'inverse, quand ils s'arrêtaient, ils étaient obligés de s'asseoir par terre dans différentes positions qui impliquaient un travail musculaire, un travail articulaire, un travail des tendons, des ligaments, de tout ce que vous voulez. Également une posture qui était très fréquemment adoptée, c'est, vous savez, cette fameuse posture de nous les femmes quand on fait pipi en forêt. C'est-à-dire un full squat en fait. C'est que vous êtes accroupi par terre en full squat. Cette position, on l'adoptait beaucoup à l'époque pour cuisiner, pour décortiquer des graines, des choses comme ça, parce que c'était pas toujours possible ou souhaitable de s'asseoir à même le sol. Donc, même dans les cas un petit peu plus statiques où ils se reposaient, ils étaient dans une diversité de mouvements beaucoup plus intéressante que nous aujourd'hui. Et donc cette binarité s'efface. Il y a vraiment un mode de vie où on est sans cesse actif et avec, encore une fois, une grande diversité de mouvements. Pourquoi je vous parle de tout ça, qui en apparence n'a rien à voir avec le métabolisme, avec la shape que l'on veut avoir? Alors, ce que je vais vous restituer là, c'est la façon dont moi j'ai analysé, digéré et compris ce qui a été largement développé dans le livre absolument révolutionnaire de Katie Bowman qui s'appelle Move Your DNA. Donc, si je peux vous conseiller une seule chose, c'est de lire ce livre. En fait, elle explique cette importance de la diversité du mouvement sur deux axes principaux. Le premier, c'est qu'en fait, pour être en bonne santé, notre squelette, notre corps, tout notre être a besoin et se nourrit de cette diversité de mouvements. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour brûler des calories, c'est que nous en avons besoin pour être en bonne santé, à la fois sur le plan articulaire, à la fois sur la sphère musculaire et sur la sphère digestive et sur la sphère du métabolisme, nous en avons besoin. Le parallèle qu'elle fait est celui de l'alimentaire, je le trouve absolument génial, c'est-à-dire que imaginez que pour être en bonne santé, vous avez besoin d'un certain nombre de nutriments. Vous avez besoin d'une densité nutritionnelle en minéraux, en vitamines, en macro et en micronutriments. Et que demain, vous décidez de ne vous nourrir que de carottes et d'eau. Vous allez rester en vie, parce que vous allez avoir quand même des calories, mais il y a fort à parier qu'au bout d'un certain temps, vous développiez un certain nombre de carences parce qu'il manque certains nutriments à votre organisme. Ça, on le comprend tous. Et en fait, on peut faire le parallèle avec le mouvement. Le corps a besoin, pour bien fonctionner, de toute cette diversité de mouvements qui est possible pour nous, mais que nous ne faisons plus. Et quand nous privons notre corps de cette diversité de mouvements et que nous nous mettons à avoir des modes de vie binaires, comme j'ai décrit, en fait c'est exactement comme si on décidait de se nourrir de Mars et de céleri. On va trouver un certain nombre de nutriments dedans, mais ça ne va pas suffire. Et notre corps va être carencé en mouvement. Donc il y a vraiment cette métaphore de la carence et de la nutrition. Et le mouvement est une façon de vous nourrir. Et nos modes de vie binaires, en fait, nous apportent une carence de mouvement. Le deuxième axe qu'elle développe et que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'en fait, ce qui donne la forme à votre corps, ce n'est pas que votre génétique. Oui, il y a votre génétique qui vous donne une base. Mais ce qui donne la forme à votre corps par la suite, c'est tous les mouvements que vous faites. C'est comme si vous prenez la métaphore d'un tour de potier. En fait, vous avez une boule d'argile. La boule d'argile, la couleur de l'argile, sa texture, c'est votre génétique. Et ce qui va donner la forme du vase, c'est la vitesse du tour, c'est la façon dont le potier va mettre ses mains, et c'est tout ce qui va se passer après en termes de mouvement. Les mouvements que vous faites ou que vous ne faites pas, vont donner une forme à votre corps. Elle fait une autre analogie qui est hyper facile à comprendre, c'est celle de la nageoire de l'orque, si vous avez regardé Sauver Willy. Donc la nageoire de l'orque n'est pas faite d'un collagène solide, c'est un collagène en fait plutôt souple. Et si la nageoire de l'orque reste droite, ce n'est pas grâce à la dureté du collagène, c'est grâce au fait que l'orque nage en eau profonde à grande vitesse. C'est ce mouvement de vitesse contre les courants de l'eau profonde qui permet de garder la nageoire droite. Quand l'orque se retrouve en captivité à nager quasiment en surface, toujours dans le même sens, et la nageoire s'écroule. Et c'est un peu pareil pour nous en fait, tous les mouvements que nous faisons ou que nous ne faisons plus, tous les mouvements pour lesquels nous sont prévus mais que nous ne faisons plus, vont venir altérer la forme de notre corps. Alors,
là encore, c'est difficile pour moi de rentrer dans les détails de cette vidéo aujourd'hui, mais c'est assez simple en fait. Quand on fait toujours les mêmes positions et qu'on ne fait plus certaines autres, cela altère, ça va altérer très rapidement la forme de nos muscles. Nos muscles, ils sont faits de fibres musculaires, qui sont faits de sarcomères. Ces sarcomères, c'est comme des petites pièces de puzzle qui s'emboîtent, qui se chevauchent, et quand le corps est tout le temps dans la même position, ils vont s'ajuster, certains vont se détruire, certains vont se rajouter, et avec le temps et la quantité de ces sarcomères, ça va modifier la taille, la forme du muscle qui va devenir plus court, plus dense, plus gros, plus long et qui va avoir des capacités réduites. Un exemple très simple, c'est que les personnes, les femmes par exemple qui marchent trop tout le temps avec des chaussures à talons ont beaucoup de mal à aller faire un full squat jusqu'à par terre parce que leur muscle du mollet a changé de forme avec le temps. C'est vraiment un exemple entre mille, mais c'est pour essayer de vous donner quelque chose de concret. Les sarcomères s'adaptent aux postures que vous faites ou ne faites pas, et ça va donner une forme à votre corps. Donc pour résumer la substance de tout ce que je vais venir dire, nous avons besoin d'une très grande diversité de mouvements, à la fois parce que notre corps en a besoin pour fonctionner sur le plan mécanique, sur le plan articulaire, musculaire, les tendons, les choses comme ça. Et nous en avons besoin aussi d'un point de vue métabolique, c'est-à-dire que quand vous faites toujours la même position, quand vous restez statique toujours dans la même position, en fait il y a plein de tendons qui ne sont pas sollicités, il y a plein de muscles qui ne sont pas sollicités, il y a des fascias qui s'épaississent et qui s'endurcissent. En fait toutes les micro-parties qui composent votre corps ne sont pas sollicitées, il y en a que très peu qui sont sollicités. Alors qu'à l'inverse, quand on fait une grande diversité de mouvements, le sang va être obligé d'aller irriguer beaucoup plus d'endroits, beaucoup plus de muscles, beaucoup plus En fait, ça va réclamer de votre métabolisme une beaucoup plus grande activité parce que, comme je vous le dis souvent, oui, c'est dans les muscles qu'il y a le plus de mitochondries, mais des mitochondries, il y en a partout ailleurs aussi. Et donc, quand on veut un métabolisme plus élevé, quand on veut un système mitochondrial qui est plus actif et qui brûle plus, on est obligé de se poser la question, est-ce que toutes les parties de mon corps sont vraiment sollicitées au quotidien? Et souvent, on peut se répondre non. Donc voilà pourquoi il est très important, même si ça a l'air éloigné pour votre métabolisme, que en fait il y ait une très grande diversité de mouvements, je me répète, dans votre quotidien. Donc la grande question, c'est comment faire pour ça. Alors la première étape, c'est évidemment de liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, parce que comment voulez-vous stimuler votre système mitochondrial à avoir un métabolisme actif si vous n'avez pas liké cette vidéo? Ça me paraît totalement impossible. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous parler non pas de ce qu'il faut mettre en place, mais de ce que moi j'ai souhaité mettre en place pour introduire un certain nombre de mouvements dans mon quotidien sans que ça me prenne plus de temps, parce que je n'avais pas plus de temps à y consacrer. Donc ce sont vraiment des axes de travail, des axes de réflexion et des propositions, et pas du tout une stratégie que vous devez copier et mettre en place. Encore une fois, la meilleure des choses à faire, je pense, c'est d'aller lire Move Your DNA de Cathy Bowman. Je vous mets le lien en barre de description, c'est vraiment juste un miracle ce livre. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai commencé à mettre en place au mois de juillet et donc que j'expérimente depuis maintenant presque 4 mois. J'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais en février, j'ai commencé à avoir des douleurs et des problèmes dans les jambes. Moi, je suis quelqu'un qui n'ai jamais eu de soucis de ce côté. Et voilà, du jour au lendemain, je me suis mis à avoir mal dans la hanche, dans le genou, dans le pied, des gonflements un peu dans le pied, des trucs bizarres. Alors j'ai passé l'année, une bonne partie de l'année 2020 à aller chez l'ostéo, chez le podologue, aller faire des radios pour voir s'il n'y avait pas un problème veineux, aller chez le médecin voir s'il y avait des choses, et en fait personne ne trouve vraiment ce que j'ai. Bon, tout le monde a des petites suppositions mais qui partent dans tous les sens, personne n'a jamais vraiment compris. Le problème, c'est que fondamentalement je n'avais pas un problème particulier à résoudre avec une solution particulière comme la plupart d'entre nous. En fait, juste mon problème prend sa source dans quelque chose de général qui est cette absence de mouvement. Du coup j'ai abandonné mes semelles orthopédiques. J'ai abandonné l'ostéo, j'ai abandonné les solutions qu'on m'a proposées et je me suis dit je vais faire l'expérience de ça pour voir si ça change quelque chose sur ce que je ressens dans les jambes. Et donc j'ai mis en place des choses selon 4 axes de travail. L'axe de la posture assise, l'axe du mouvement du pied, l'axe de la posture allongée et l'axe de l'activité physique.
Alors, pour l'axe de la posture assise, qui me semblait le plus urgent, et je pense que c'est vraiment ce qu'on comprend assez bien quand on lit le livre, c'est qu'il n'y a pas de mal à être assis. En soi, il n'y a pas de mal à être assis. Le problème, il est d'être assis toujours dans la même position. Et je pense qu'on ne peut pas résoudre ce problème en se disant, bah très bien, je vais faire un standing desk et travailler debout. Parce que ça n'est que déplacer le problème. C'est que du coup, vous allez enlever encore de la diversité de mouvements en prolongeant la station debout. En plus, on se rend compte maintenant, avec l'utilisation des standing desks, que les gens sont rarement très bien positionnés debout et qu'ils sont souvent en appui sur une jambe, là je vous montre rien, ou sur l'autre, mais je le fais, et que donc c'est pas particulièrement bon. Il faudrait pouvoir être debout, mais dans une posture où la rotation interne de la cuisse est bien, où le bassin est bien positionné, bref, c'est pas toujours si évident. Donc la solution n'est pas de passer plus de temps debout, la solution c'est juste de vous asseoir, mais pas toujours dans la même posture. Donc moi ce que j'ai fait, comme vous l'avez vu peut-être dans mon vlog, c'est que j'ai retiré les chaises de chez moi. Donc j'ai vendu mes chaises et à chaque fois que j'ai besoin d'être assise, eh bien je m'assois par terre. J'utilise des petits tabourets, des petites caisses pour poser mon ordinateur, poser mes affaires. Je mange par terre, je travaille par terre. Et en fait quand on se met à faire ça, on s'aperçoit effectivement qu'on ne peut pas rester à travailler assis par terre dans la même position pendant très longtemps. On est très rapidement obligé de changer parce que les muscles du dos commencent à fatiguer, parce que parce que ça devient inconfortable pour les articulations dans une position ou dans l'autre. Donc en fait, vous êtes un coup en tailleur, un coup une jambe tendue, un coup l'autre jambe tendue, un coup allongé à plat ventre pour travailler. Moi, je me suis beaucoup mise à travailler comme ça. Et on s'est même mis le challenge avec Nora que le livre numéro 2 serait écrit par terre. C'est assez facile quand vous êtes chez vous, parce qu'en fait, chez vous, vous faites bien ce que vous voulez. C'est un peu plus dur quand vous allez à l'extérieur, évidemment, mais il y a aussi des solutions. Par exemple, si vous travaillez à un bureau, vous pouvez très bien, quand vous êtes seul dans le bureau, vous mettre par terre, vous installer autrement, et quand vous recevez quelqu'un dans votre bureau, vous mettre sur une Swiss ball, par exemple. Ou alors vous asseoir normalement quand il y a quelqu'un. Mais quand vous êtes seul, vous pouvez expérimenter un certain nombre de choses. En plus là, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes passés en télétravail, qui ne sommes pas revenus au bureau, ou qui sommes revenus dans les bureaux mais avec moins de monde, donc c'est le moment ou jamais d'expérimenter des choses. Donc le deuxième axe sur lequel j'ai travaillé et qui est je pense assez important aussi, c'est celui de la position du pied. Le problème aujourd'hui en fait c'est que nous avons le pied tenu dans des chaussures avec une semelle épaisse ou moins épaisse, mais une semelle, et nous marchons sur des surfaces planes, ce qui fait que la plupart du temps notre pied a toujours la même position quand nous marchons. A l'inverse, si par exemple vous essayez d'aller marcher dans les bois sans chaussures, vous vous rendez compte que c'est quasiment impossible parce que notre pied n'est pas adapté à ça. N'empêche que quand on le fait, en fait le pied est obligé de s'adapter à passer par une branche qui est comme ça, aller au-dessus d'un caillou comme ça, la cheville du coup doit s'adapter aux positions du pied, et quand la cheville bouge, le mollet bouge, et puis le genou bouge, et puis la cuisse bouge, et puis la fesse bouge, et le bas du dos bouge, et en fait quand votre pied prend une position différente, et du coup vous avez tout le reste qui s'ajuste, et encore une fois une cascade de mouvements en chaîne que l'on ne fait pas quand on marche sur le sol d'un centre commercial par exemple. Alors comment faire, sachant qu'aujourd'hui j'habite à Lyon, si demain je décide de sortir en plein quartier de la Guillotière pieds nus, ça va être un peu compliqué pour moi, je risque de marcher sur des bouts de verre ou sur des crottes de chien, et en plus on va me regarder bizarrement. La première chose en fait, c'est que j'essaye tout simplement dès que je peux d'enlever mes chaussures et de marcher pieds nus sur des surfaces différentes. Alors j'ai de la chance, c'est que mon copain habite à la campagne et que du coup quand je vais chez lui, je peux marcher sur des petits galets, je peux marcher dans le jardin, je peux marcher dans les champs autour, et il y a des possibilités. Mais quand je suis chez moi, il a fallu que je trouve des solutions. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le tapis en faux petits galets que vous avez sûrement vu dans mon vlog. Ce tapis là, qui n'est pas idéal, mais écoutez, en fait marcher dessus demande déjà un effort pour le pied et pour la cheville notable, qui fait qu'en fait la plupart du temps j'essaye de l'éviter. Il faut que je me force consciemment à marcher dessus, sinon je l'esquive. J'ai acheté aussi un demi foam roller comme ça qui me permet de faire un certain nombre d'exercices correctifs pour le mollet.
que j'ai trouvé dans le livre, hein, évidemment, je les ai pas inventés, mais quand je l'utilise pas pour les exercices, en fait, je le mets dans le couloir et du coup, je fais attention à ce que mon pied marche bien dessus. J'ai l'intention d'en acheter d'autres pour en fait en avoir un petit peu partout dans la maison. J'ai le petit tapis à picot hein, qui normalement est pour reposer le dos mais que j'utilise quand même pour marcher dessus des fois. J'utilise des balles pour masser mon pied, pour mettre mon pied dans des positions un petit peu différentes. J'essaye également d'introduire beaucoup de la position du pipi dans la forêt. Du full squat, donc qui est très très intéressante d'un point de vue articulaire, qui sollicite beaucoup de choses. Et c'est vrai que il suffit d'y réfléchir, mais il y a beaucoup de moments dans notre mode de vie où en fait on prend par défaut une position assise qu'on pourrait ne pas prendre. Exemple tout simple, quand je me lave les dents, j'avais remarqué que je m'asseyais sur le bord de ma baignoire. Et ben là, je me suis dit, maintenant, quand je me lave les dents, au lieu de m'asseoir sur le bord de ma baignoire, je me mets dans la position du full squat, et puis je me lave les dents comme ça. Ça introduit un minimum de 3 fois 3 minutes par jour dans cette position, ce qui est déjà énorme en fait. J'ai travaillé également sur la sphère allongée, qui a l'air un petit peu moins facile à comprendre que le reste. Une partie du problème vient aussi du fait que, au lieu de dormir par terre comme nous sommes prévus pour, nous dormons en fait dans des lits plus ou moins mous, avec des coussins, et notre corps, nos articulations, notre cou, nos épaules, notre dos n'ont pas besoin de s'ajuster en fait. C'est le lit qui s'ajuste à nous et qui épouse nos formes. Et nous en fait, nous ne faisons plus du tout ni d'efforts articulaires, ni musculaires, ni rien pour s'adapter justement au sol. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Alors là-dessus pareil, je ne vais pas développer, mais vous pourrez aller lire dans Move Your DNA. Toujours est-il que j'ai fait ma transition et que j'ai progressivement passé les étapes pour pouvoir aujourd'hui dormir par terre. Donc aujourd'hui je dors sur un tapis de sol et j'espère que je garde le tapis de sol là pour l'hiver parce que j'ai un peu froid, même si j'ai une couette, mais j'espère qu'en été je serai à même de progresser encore jusqu'à dormir juste sur un drap. Et croyez-moi que ça a l'air saugrenu, mais je connais des gens qui le font et j'étais très surprise de découvrir que Luc, un des coachs génial d'une salle que je fréquente et qui est vraiment l'emblème, vous savez, du coach vraiment avec la musculature incroyable, qui en fait m'a révélé que lui, pareil en été, il dormait par terre sur le carrelage de sa cuisine. Alors écoutez, je sais pas s'il l'a fait vraiment à dessein, pourquoi il le fait, comment, mais toujours est-il que c'est possible, et même quand on n'a pas une immense souplesse, et même quand on a ce genre de physique, vous savez, voilà, très musclé et très massif, et que on n'a pas l'impression que c'est des gens qui peuvent se contorsionner dans tous les sens pour dormir par terre. Bref, la transition n'a pas été facile, je dois vous avouer que c'est certainement une des choses qui a été le plus difficile dans ce parcours, mais non, je suis assez fière et assez satisfaite aujourd'hui en termes de résultats. La dernière chose que j'ai faite, c'est vraiment une réflexion par rapport au sport et au mouvement. Je me suis donc dit, ok, clairement, aujourd'hui, la salle de sport, ça te fait un peu moins plaisir qu'avant, la musculation, ça te fait un peu moins plaisir qu'avant, même si tu en trouves encore des bénéfices. Et j'ai voulu essayer autre chose. Je me suis mis à faire du roller skate, donc vous savez, les roller quads, et vraiment pas pour avoir envie de rouler, mais plutôt parce que j'avais envie d'apprendre à danser avec. Donc ça a impliqué à apprendre beaucoup de choses, à tourner sur un pied, sur l'autre pied, en avant, en arrière, à faire beaucoup de ronds, beaucoup d'arcs, beaucoup de choses avec les jambes, beaucoup de travail aussi, du coup, de gainage pour garder cet équilibre, et beaucoup de fun parce qu'en fait j'ai adoré et que je m'amuse beaucoup quand je fais ça. Donc, en plus j'en tirais beaucoup de plaisir parce que c'était dehors et que du coup je prenais au lieu d'être dans une salle de sport enfermée, j'étais en plein air et ça me faisait du bien. Et puis ensuite là-dessus il y a eu la fermeture des salles de sport et donc du coup j'étais bien contente d'avoir commencé une autre activité qui pouvait m'apporter aussi quelque chose. On ne peut pas dire que je fasse du sport à proprement parler, dans le sens où après 3 quarts d'heure, 1 heure de ça, je suis pas en sueur, hein, j'ai pas fait un effort musculaire déglingo, mais il y a eu une grande diversité de mouvements par rapport à ce que je fais d'habitude. Et en plus, je m'astreins pas mal à faire un certain nombre d'étirements et d'exercices correctifs après, qui permettent à mon pied de faire des compensations par rapport à les mouvements qu'il a pris pendant le roller. Et je dois vous dire que la salle de sport ne me manque pas. Il m'arrive souvent après ces séances de roller de faire des pompes, de faire des abdos, de faire des choses, mais voilà, enfin rien de bien fou.
Donc après 3-4 mois finalement avoir mis ça en place, parce que tout n'a pas été mis en place au mois de juillet, hein, les choses se sont mises en place progressivement, donc je n'ai plus de chaise depuis le mois d'août environ, je ne dors vraiment par terre que depuis le mois de septembre, vous voyez il y a des choses qui ont été progressives, mais en gros quels ont été mes résultats? La chose la plus flagrante c'est que je n'ai plus aucune douleur dans les jambes, en fait je n'ai plus de douleur dans le genou, je n'ai plus de gonflement dans le pied, je n'ai plus de douleur dans la hanche, je ne mets plus mes chaussures, mes semelles orthopédiques, et tout a disparu, alors que depuis février ça m'occupe beaucoup, ça me génère beaucoup d'anxiété, c'est voilà. Donc est-ce que la chose a disparu par miracle ou est-ce qu'il y a un fond de vérité dans ce que j'ai découvert et ça, seul l'avenir le dira. Mais en tout cas, moi pour l'instant, je suis bien persuadée de vouloir continuer dans ce sens. Deuxième chose, au niveau du métabolisme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arrêtant la salle de sport et en diminuant mon activité sportive, tout en augmentant mon mouvement, je n'ai absolument pas pris de poids. Au contraire, j'en ai plutôt perdu. Bon, on peut dire que, si vous voulez, l'un dans l'autre, avec le mode de vie cétogène, avec de temps en temps mes jeûnes, des choses comme ça, il y a des variations de poids et que mon poids est plutôt allé à la baisse. On peut peut-être penser que j'ai perdu de la masse musculaire, certainement une partie. Il est certain que j'ai aussi perdu du gras, je l'ai vu. Je ne dis pas que tout cela est dû à ces changements au niveau du mouvement et de l'activité, c'est un ensemble en fait. Toujours est-il que je vous rends mon bilan, après avoir fait ce changement et après 4 mois comme ça, je n'ai pas pris de poids, j'en ai plutôt perdu et je suis plutôt en très bonne forme physique, c'est-à-dire que j'ai de l'énergie, je me sens vraiment très bien et surtout mes problèmes articulaires, je suis vraiment contente voilà, qu'ils aient disparu. Ce n'est qu'une petite partie des choses dont je pourrais vous parler, des choses dont j'aimerais qu'on parle par rapport au métabolisme, mais c'était une vidéo d'introduction. Alors j'espère vraiment que ça vous a apporté des choses. Si vous pensez qu'il est important d'introduire du mouvement pour avoir un métabolisme plus élevé, je vous invite à liker cette vidéo. Si vous pensez qu'en fait non, il n'y a que le sport qui permet d'avoir un bon métabolisme, mettez un dislike et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.